Europe 1 Soir. 19h-21h, Pierre de Villeneuve. À 19h16, je reçois Catherine Ney qui est avec nous. Bonsoir, chère Catherine. Bonsoir Pierre. Bonsoir, Olivier d'Artigol. Bonsoir. Et nous sommes avec le député RN du Loiret, Thomas Ménager. Bonsoir, monsieur Ménager. Bonsoir, merci de votre invitation. Merci d'être avec nous en direct. Donc, finalement, d'après ce qu'on comprend, une nouvelle réunion demain à Matignon avec les forces politiques hors RN et hors LFI. Votre réaction ? Oui, d'après ce que l'on comprend de cette lettre publiée par le Premier ministre ce soir. Alors après, on ne comprend pas forcément l'objectif de cette réunion. Si cette réunion, c'est de se répartir les postes, les ministères, dans le cadre d'un parti unique que l'on dénonce depuis les élections législatives, qui va de Laurent Wauquiez en passant par la gauche et l'extrême gauche, Monsieur Attal, Monsieur Philippe, bien entendu, c'est plutôt un honneur de ne pas être invité parce que nous sommes dans l'opposition à ce gouvernement, une opposition qui se veut constructive, qui se veut responsable, mais une opposition claire, nette et qui n'est pas là pour se répartir les postes, répartir les ministères et penser à soi, mais bien entendu penser à servir les Français. Donc on attendra de voir ce qu'il en est dans cette réunion, mais bien entendu, si c'est ne pas entendre nos électeurs, mépriser nos électeurs, le Premier ministre, qui pourtant a dit tout l'inverse hier à l'Assemblée nationale, serait sur une très mauvaise voie, une très mauvaise pente. Qu'est-ce que vous pensez ? Vous êtes encore, vous, le RN, dans l'arc républicain, ou pardon, l'arc de gouvernement, maintenant on appelle ça comme ça ? Mais on a toujours été dans l'arc républicain, cet arc républicain prétendu, affiché pour exclure 11 millions de Français. Vous savez, les Français qui choisissent le Rassemblement national sont pleinement dans les valeurs de la République, pleinement intégrés à la République, et c'est seulement ceux qui, je vous le dis, cherchent à se maintenir coûte que coûte après des décennies d'échecs, qui cherchent à s'entraider et se coaliser contre le Rassemblement national et donc contre les Français qui, au final, sont aujourd'hui dans une dernière tentative, dans un dernier souffle, avec cette possible réunion pour se répartir les postes. J'ai l'impression que le Premier ministre cherche à coaliser tous ceux qui ont ruiné la France et tous ceux qui ont participé à la situation catastrophique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Question pour vous d'Olivier d'Artigol. Monsieur le député, bonsoir. J'ai le sentiment aujourd'hui, à commencer par les matinales, Sébastien Chenu face à Sonia Mabrouk ou encore Laure Lavalette, que vos coups étaient plutôt portés en direction de Bruno Retailleau en ménageant peu ou prou le nouveau Premier ministre. Qu'en est-il ce soir ? Non, je pense que vous savez, nous, on n'est pas là en train de calculer vers qui on veut porter des coups. On est juste dans une ligne objective de savoir comment on défend les Français. Et nous, on attend de voir et on jugera sur les actes le Premier ministre. Là, il est en train de faire un premier acte qui clairement est un faux pas si c'est confirmé, si ces informations sont confirmées. Et voilà, c'est tout ce que je peux aujourd'hui vous dire d'après les informations et les éléments que j'ai en ma possession. Quel va être votre rôle si vous n'êtes pas dans le gouvernement ? C'est à nouveau celui d'appuyer sur la gâchette quand il le faudra ? Parce que d'après ce qu'on comprend à lire Le Parisien ce matin, Marine Le Pen, elle souhaite une présidentielle anticipée. Mais là encore, on se retrouve en sens unique, puisque si on écoute bien le président de la République, il n'a aucune intention de démissionner. Ah bah avant cette possible présidentielle anticipée, nous on sera dans le rôle du premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire de faire infléchir un certain nombre de positions, de défendre les engagements sur lesquels nous avons été élus, de faire en sorte que les trois priorités pour nous, que sont aujourd'hui le pouvoir d'achat notamment des classes populaires, des classes moyennes, des retraités, soient mis au cœur des préoccupations et notamment du budget à venir, que les questions d'immigration, de sécurité ne soient pas évacuées et soient enfin regardées en face, et on le voit aujourd'hui notamment avec ce qui se passe à Mayotte, il y a la nécessité de regarder en face les problématiques, et puis bien entendu, en se préparant à une éventuelle élection présidentielle anticipée, parce que aujourd'hui, la situation de blocage créée notamment par cette coalition qui a empêché notre arrivée à Matignon en juin et juillet dernier, créée par le président de la République, n'aura peut-être comme seule issue une décision que seul le président de la République peut prendre, bien entendu, qui est celle de son départ pour débloquer la situation. Vous comptez l'avoir, entre guillemets, à l'usure, ou parce que c'est à force de répéter ce message que vous pensez qu'il démissionnera ? Il n'y a pas de volonté de l'avoir à l'usure. Il y a juste une volonté de regarder la Constitution, les institutions telles qu'elles sont. Et aujourd'hui, on se rend bien compte qu'avec ces trois blocs, avec ce blocage institutionnel,
il n'y a pas 50 possibilités si on n'arrive pas à trouver réellement une capacité de travail constructif et de compromis à l'Assemblée. C'est intéressant que vous parliez de la Constitution, parce qu'il y a une autre rumeur qui est là, qui plane, vous savez, c'est celle de l'article 16, c'est-à-dire qu'il y a aussi cette façon de dire, finalement, les premiers ministres font généralement, qui se suivent, font la moitié de celui qui a fait avant, donc on dit que, voilà, M. Barnier a fait la moitié du mandat de M. Attal, M. Bayrou fera peut-être la moitié du mandat de M. Barnier. Est-ce que ça veut dire qu'à la fin, si cette rumeur persiste, le président pourra dire, vous voyez, ça fonctionne pas, donc je prends les pleins pouvoirs. Est-ce que c'est ça aussi qui peut être sur la table selon vous ? Les pleins pouvoirs sont pas là pour cela. Enfin, ils n'ont pas été pensés pour ce type de cas aujourd'hui. Blocage politique. Voilà, un détournement autoritaire très grave et auquel je ne crois pas et auquel je ne pense pas que le président de la République peut aujourd'hui l'envisager. Il y aura d'autres possibilités à un moment ou à un autre, que ce sera la possibilité d'une nouvelle dissolution avec, je l'espère, un scrutin proportionnel pas avant juin prochain. À partir du mois de juin prochain. Ouais, pas avant juin prochain. Donc d'ici là, il pas peut avant se juin passer. Prochain. Mais l'objectif, c'est de pouvoir avoir un budget au mois de février et mars, nous, dans cette logique constructive de compromis pour qu'il y ait un budget pour notre pays et qu'il y ait une continuité qui se passe dans des conditions qui ne seront pas satisfaisantes, parce qu'ils ne seront pas le programme politique que nous souhaitons voir appliqué, qui est celui du Rassemblement national, et qu'une majorité de Français aujourd'hui, au vu des derniers résultats des élections législatives, souhaitent. Oui. Et puis après, il y aura la possibilité de rebattre les cartes avec une dissolution en juin prochain. Quand Marine Le Pen est sortie de Matignon après son entrevue avec M. Bayrou, elle a dit « j'ai été écoutée ». Quand elle est sortie de son entrevue avec Michel Barnier, elle a dit « je n'ai pas été écoutée ». Est-ce que là, je reprends un peu la question d'Olivier d'Artigol tout à l'heure, là quand il dit ni RN ni LFI, deux couloirs de nage. Le premier, est-ce que c'est Emmanuel Macron qui parle à la place de François Bayrou, ou est-ce que c'est vraiment François Bayrou qui parle ? Et dans ce cas-là, Marine Le Pen ne le voit peut-être pas forcément du même œil que quand elle est sortie de Matignon. Elle a dit, écoutez, mais entendu, nous jugerons sur les actes. Écoutez, c'est certain. Donc là, c'est un acte. Après, entendu, vraisemblablement, là, c'est étonnant cette décision. Et ça serait absolument pas une rupture avec le macronisme que François Bayrou acterait en agissant ainsi. Est-ce qu'il est au final, avec Emmanuel Macron dans l'oreillette, c'est tout ce que nous ne souhaitons pas. Et cette décision, une de ses premières décisions, et qui, je vous le dis, il suffit de reprendre les verbatim et ce qu'il a dit hier à l'Assemblée nationale. Il avait dit « Je travaillerai avec tous les groupes politiques, nous pouvons nous combattre, mais nous devons travailler ensemble et échanger, dialoguer ». C'est bizarre qu'au lendemain d'une telle prise de position dans l'hémicycle devant la représentation nationale, il semble vouloir acter totalement l'inverse. Et donc, je l'appelle à la raison et surtout au respect de nos électeurs, parce qu'à un moment, ça ne pourra pas durer s'il fait le choix de suivre le même chemin que M. Barnier. Une question pour vous de Catherine Ney. Oui, quand on vous entend, on a l'impression quand même que, parce que vous êtes des gens responsables, vous voterez le budget parce qu'il faut absolument en avoir un, même s'il n'est pas tout à fait satisfaisant, même pour là, parce que là, le tableau est noir en économie, la réduction les entreprises là ont leur trésorerie qui est en baisse, la consommation aussi, et les Français veulent savoir à quoi ils vont être mangés, sur quoi ils peuvent tabler. Et là, on a l'impression que même si ce que j'ai cru comprendre dans votre propos, c'est que cette fois-ci, vous ne ferez pas une motion de censure sur le budget, même s'il ne vous plaît pas tout à fait. C'est ça ? Non, tout est possible. Dans tous les cas, ce budget, il nous plaira pas. Et comme celui de M. Barnier, même s'il n'y avait pas eu les lignes rouges que M. Barnier a refusé de lever, il ne nous allait pas parce que il était imparfait, mais c'était un compromis. Après, aujourd'hui, un certain nombre des lignes rouges continue d'exister sur l'absence de hausse de taxes et d'impôts sur les classes populaires et les classes moyennes, sur les hausses de charges pour les entreprises, sur tous ces sujets et sur notamment les hausses de budget comme l'aide médicale d'État avec en face des remboursements de médicaments. Tout cela existe encore. Après, un certain nombre de lignes rouges n'existent plus puisque la désindexation des retraites grâce à la censure n'a pas été mise en place et ça sera plus un sujet grâce au fait que nous ayons censuré. Mais on s'interdira pas de censurer si il y a un budget qui serait catastrophique pour les Français. Mais dans un monde idéal et dans une logique constructive et de compromis, on espère ne pas avoir à le faire.
19h26, merci beaucoup Thomas Ménager d'avoir été notre invité dans Europe 1 Soir. Dans un instant avec Catherine Ney et Olivier d'Artigol, on passe en revue le reste de l'actualité. À tout de suite. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Catherine Ney et Olivier d'Artigol. Quand on entend Thomas Ménager, j'ai l'impression que... non pas qu'il dit tout et son contraire, mais sur le budget, on a quand même entendu Madame Le Pen dire c'est pas grave si on vote pas le budget, on aura le budget de l'année d'avant. Et puis là, quand vous lui avez dit Catherine que il y avait quand même des incertitudes au niveau économique et au niveau du portefeuille des Français, il en a convenu et il nous a fait comprendre que avec un meilleur travail des uns et des autres des forces politiques, on arriverait à ne pas censurer le budget. Oui, en tous les cas, là. Le Premier ministre s'est exprimé hier devant l'Assemblée. Moi, j'ai retenu une seule phrase, c'est qu'il a dit « Je suis un partisan acharné du pluralisme politique ». Bon, hier, il avait reçu en premier Madame Le Pen, parce qu'elle a le groupe le plus important du Parlement. Donc, alors, si on veut faire du pluralisme, là, il est en train de rétrécir le pluralisme, mais il refait la même réunion qu'avait faite... le président avec les Verts, le PS, et puis le bloc central. Mais c'est pour aboutir à quoi? Si c'est juste une réunion où on parle pendant 3 heures, où chacun va exposer ses lignes rouges, si on veut aboutir à quelque chose, un compromis, on voit bien ceux qui font des compromis, comme en Allemagne, mais on y passe du temps et on reste quelquefois des mois autour de la table pour arriver à faire que les lignes rouges deviennent à peu près communes, où on enlève. Mais il n'y a pas l'urgence. Il n'y a pas l'urgence. Tandis que là, il y a une urgence. Il y a une urgence, et là, on ne voit pas comment il va pouvoir se sortir de cette pétaudière, parce que on est dans le tripartisme, et je ne vois pas comment. Je pense que on est dans une situation de blocage et que ça va. Je suis assez pessimiste sur la suite. La pétaudière, monsieur d'Artigol. Ce soir, une chose est sûre, c'est que rien n'est assuré. Retour à la case départ. Oui. Il faut se souvenir que, à peine arrivé à Matignon et demander à ce qu'un feu soit allumé dans la cheminée, François Bayrou refuse la demande d'Emmanuel Macron à revenir sur un format tel qu'il convoque la réunion pour demain. Oui. Puis privilégiant des discussions avec les formations politiques, la réunion de demain, 2 choses l'une. De quoi est-elle le nom? Ou alors, scénario très optimiste, positif, que je ne partage pas ce soir, c'est pour présenter ce que pourrait être un pacte de non-censure et que chacun entende au même lieu, au même moment, la proposition politique, ou alors ça acte un blocage, comme le dit Catherine, ça revient vers un format proposé par Emmanuel Macron, ce que ne doit pas apprécier le Béarnais, qui a un tempérament plutôt rugueux sur les derniers jours. Et donc, c'est plutôt demain une réunion actant un blocage. Pas de fumée blanche ce soir, Abemous Bayrou à Matignon, mais pas de gouvernement. Oui, parce que le Premier ministre a reçu ce matin Bruno Retailleau, qui est quand même plébiscité à peu près par tout le monde, parce que c'est un homme qui a une vision claire, qui sait où il veut aller. Et le ministre de l'Intérieur, démissionnaire, lui a rappelé quelles étaient ses lignes à lui, en tous les cas pas ses lignes rouges, ses lignes positives, son plan d'action. Et le Premier ministre l'a écouté sans lui dire... sans rien lui dire. Et d'ailleurs, ce soir, il ne sait pas s'il... Voilà. Mais on sait très bien aussi qu'aujourd'hui, le RN, qui, comme on le soulignait, tape un peu sur le ministre de l'Intérieur, parce que, dans le fond, sa politique répond à leurs vœux et à ce qu'ils voudraient faire. Donc, ils n'ont aucun intérêt à ce qu'il réussisse et qu'il reste à Beauvau un certain temps pour montrer ce dont il est capable. Parce que le RN, qui veut gouverner, pour l'instant, ils ont les mains propres parce qu'ils ne sont jamais mis dans le cambouis. Donc, ils laissent espérer des choses aux Français et on ne sait pas s'ils étaient dans un gouvernement, s'ils réaliseraient leurs promesses, parce que ça a l'air simple, il n'y a qu'à, ça c'est facile de faire des discours. On les verrait à l'œuvre, et en plus, Madame Le Pen n'est pas une femme de compromis, elle a besoin d'ouvrir, donc elle a pu ouvrir à Monsieur Ciotti, mais ça ne suffira pas. Et donc, elle a un timing. Et elle a un timing, enfin, je veux dire, elle a un timing, peut-être que le 31 mars, oui, mais enfin, de toute façon, elle peut... Qui n'est pas certain. Voilà. Qui n'est pas certain, elle peut être empêchée d'être candidate. Elle se prépare. Elle se prépare. Bruno Retailleau, justement, qui était l'invité ce matin de BFM TV et qui a fait part, lui, de son envie de rester au gouvernement, de continuer ses réformes. On écoute.
Je le souhaite si j'en ai les moyens, parce que j'ai commencé un travail et je souhaite le mener à bien. Je suis d'ailleurs très heureux de voir que les mesures de fermeté que j'ai proposées sont soutenues très majoritairement, non seulement par les Français de droite, mais aussi par les Français de gauche. Ça veut dire qu'il y a, certes, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, mais il y a ce que le général de Gaulle appelait la majorité nationale. Moi, je veux que l'on mène avec ce gouvernement-là, si jamais ça devait être le cas, la politique que la majorité des Français de droite et de gauche souhaitent que nous menions pour rétablir l'ordre public. C'est fondamental. Oui, alors... Bruno Retailleau reste dans sa cohérence, il ne dévie pas. Olivier d'Artigol. Avec trois exigences. C'est rassurant. La première, oui, c'est plutôt sa cohérence. Trois exigences fortes vis-à-vis du nouveau Premier ministre. Un, pouvoir mener la politique qu'il souhaite, notamment sur les questions migratoires. Premier sujet. Second sujet, l'architecture générale du gouvernement avec combien de LR et à quel poste. Puisque Bruno Retailleau commence à avoir les habits du patron de la droite aujourd'hui. Ouais, au détriment de Laurent Wauquiez. Troisième sujet, c'est un problème. Quid de l'entrée de la gauche et avec quel profil? Si c'est Gage, c'est pas comme si c'est Moscovici. La chose n'est pas comparable. C'est ce dont on parlait il y a encore quelques jours ici même. Ce sont les trois sujets qui avant, il y avait une cohérence dans les partis. Aujourd'hui, il y a des individualités. Oui. Et puis d'ailleurs, quelle est la ligne économique de François Bayrou, vous qui le connaissez bien, vous qui l'avez bien connu, vous pouvez le dire aujourd'hui? Vous le connaissez tout autant que moi, avec un discours ferme sur les 20 dernières années concernant la dette et la réduction de la dette, mais avec parfois des élans... Mais il n'a jamais dit comment il fallait s'y prendre pour la réduire, d'ailleurs. C'est vrai, et avec parfois des élans keynésiens sur des dépenses qu'il juge utiles. Donc, c'est au milieu. Ouais, alors le milieu, on a vu ce que ça a donné. C'est l'archétype du centre. Non, mais au-delà de ça, juste sur ce point-là, parce que il faut quand même le dire à nos auditeurs, je pense que ça fait... j'ai pas la date en tête d'une dernière, ce qu'on appelle réforme structurelle en France. La dernière fois qu'on a pris le taureau par les cornes et qu'on l'a renversé. Certains me diront c'est la réforme des retraites. Cela dit, la réforme des retraites, c'était elle règle pas la 10e ou la 11e réforme des retraites. Et elle ne règle pas le financement. Une réforme des retraites structurelle serait aujourd'hui de revenir à un système par capitalisation ou un système par points comme ça existe dans d'autres pays d'Europe. On l'a voté, on s'est aperçu que c'était pas possible tellement parce que pour faire une réforme à points, il faut que ça soit le commencement. Comme ce soit en Italie ou en Danemark, dans un pays où il y a 42 régimes de retraite, vous ne pouvez pas faire de régime à points parce qu'il y a ceux qui avaient des avantages qui se sentent lésés au profit d'autres. Mais on a bien vu on a essayé de simplifier, ça a été voté par un 49.3, on l'a mis dans un tiroir, on n'en a plus parlé. Donc ça ne va pas revenir. Donc voilà, donc il n'y a pas de réforme structurelle et pour faire justement une réforme sur la baisse des dépenses publiques, je vous encourage, Olivier d'Artigol, à essayer d'en faire une, de déposer peut-être un texte ou de le souffler au Premier ministre béarnais, mais ça va être compliqué. Ce que vous me dites un peu ce soir, Pierre, c'est poursuivez vos efforts. Je vais essayer de poursuivre mes efforts. Je pense que sur un certain nombre de sujets, il y a une réflexion à avoir, en effet, sur la baisse de la dépense publique et sur d'autres secteurs, nous le voyons bien, il y a besoin au contraire de mettre des efforts supplémentaires. La dernière fois qu'on a essayé de baisser la dépense publique, c'était un certain programme en 2016 qui était celui de François Fillon, qui était un programme, certains disaient d'austérité, mais qui en tout cas, effectivement, sortait du dogme le fait que la France est aujourd'hui un État-providence duquel on est fier, où il y a une sécurité sociale, où on prend soin des malades, où il y a beaucoup d'assistanat. Bon, finalement, cette réforme, on l'a jamais vue puisque le président, il n'a jamais été élu. Voilà. Et la dernière fois qu'on a étudié ce genre de choses, c'était à cette époque-là, donc c'était il y a presque 10 ans. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas si on compte encore le faire. C'est ça la chose. Tellement le côté électoraliste a pris le plan sur la politique. Catherine, qu'une présidentielle peut instruire ce débat aujourd'hui dans le pays. Oui. Là, on va faire du cabotage jusqu'à la prochaine présidentielle. Du cabotage. Du cabotage, on va de côte en côte, mais sans prendre le grand large. Voilà. Oui, c'est ce qu'avait dit d'ailleurs Michel Barnier. Il avait dit qu'il ne pouvait pas faire de grandes choses, mais seulement ça et là des progrès. Arranger des choses.
amélioré. Bon, c'était voilà. Mais quel est aujourd'hui le président qui va se présenter avec un plan cohérent, en ayant fait travailler des équipes qui sont d'accord avec lui et qui auraient le charisme pour emporter l'adhésion des Français avec une autorité. Voilà. Moi, ce qui me navre, c'est que de voir à quel point le nouveau Premier ministre a raté son entrée. Au moins, quand il y a eu Michel Barnier, quand il est arrivé, on a eu comme ça une impression de solidité, d'incarnation, et on était rassurés. Puis on voit que ça ne lui a pas réussi parce que voilà, le Parlement a voté contre lui. Mais là, moi, je trouve que là, François Bayrou, il a complètement raté son entrée. Il a été médiocre. Alors c'est vrai que les questions étaient médiocres, ses réponses étaient médiocres. Pourquoi est-il venu? On se le demande. Et puis là, eh bien, on sent qu'il barbote et il sait pas trop où il va aller. Donc c'est quelque chose qui accroît l'angoisse ambiante dans le pays aujourd'hui, parce qu'on se demande est-ce que c'était l'homme, pourquoi s'est-il imposé avec rudesse, pourquoi a-t-il fait peur au président, si c'est pour faire entendre une voix qui est alors si Catherine, on revient donc à une question qu'on a déjà débattue ensemble. Peut-être que la situation est ingouvernable. Ah, c'est possible aussi. Ça, c'est possible aussi. Et ce qui est terrible, c'est que s'il y avait une dissolution, s'il y a la dissolution au mois de juin, je ne suis pas sûre que ça serait exactement la même configuration d'un tripartisme avec des petites variantes, mais quelque chose d'un pays ingouvernable. On reprend la discussion dans un instant. On parlera aussi de cette histoire à Toulouse, ce chauffeur de bus qui est convoqué par sa direction parce qu'il a sorti des gamins qui lui disaient des choses épouvantables et qu'il l'a pris un peu fermement par le col. Bon, voilà, dans quel monde on vit? On marche sur la tête, comme dirait un certain Cyril.